Merci Denis. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Moi je suis très content de participer à ces rencontres serroises du développement durable. Je suis très attaché à l'écologie politique, je suis très attaché aux questions qui ont été traitées pendant ces rencontres. Je suis aussi très attaché évidemment au métier d'enseignant et à tout ce qui touche l'école et l'éducation d'une manière plus générale. Et donc heureux d'être parmi vous après avoir tout à l'heure, cet après-midi, travaillé avec des collègues du premier degré du SNU-ITB de votre département. Et très heureux, non pas de conclure, Denis, mais de prolonger vos réflexions et de réfléchir avec vous sur quelle école pour ce 21e siècle, avec cette perspective quand même de quelle école pour quelle société. Alors, je vais être obligé à mon corps défendant de monter sur l'estrade pour piloter le diaporama que j'ai préparé, qui nous permettra d'aller plus vite dans mon exposé et de tenir les 50 minutes. Alors, ne voyez pas dans cet important dénivelé un signe métaphysique, c'est simplement purement technique. Mais j'ai oublié de dire que Dario était à l'étranger, il faut rendre des rencontres, c'est ça qu'il y a aussi des décalages dans la quantité que j'ai, c'est pas tant. On m'a demandé en conférence, remercie d'avoir travaillé dans des situations difficiles. Non, des commissions normales, même si effectivement c'était un petit peu compliqué d'arriver là au CER, les gars, C'était encore un petit peu compliqué ça. Mais que le ferait l'avoir pour la défense du service public. Alors, quelle école pour le 21e siècle ? En introduction, rapidement, souligner que dès qu'on pose cette question, il me semble important de ne pas s'enfermer tout de suite dans la technique, de ne pas s'enfermer tout de suite dans des descriptions trop techniques et d'essayer de se projeter à partir d'un certain nombre de finalités importantes qui nous apparaissent prioritaires pour l'école du XXIe siècle. Je fais partie de ceux qui pensent qu'une école ne peut pas exclusivement se construire à partir de la systématisation de bonnes pratiques qui auraient été identifiées ici ou là et qu'il faudrait reproduire d'une manière permanente un peu partout. Je fais aussi partie de ceux qui pensent qu'une école ne peut pas se piloter simplement à partir des résultats des comparaisons internationales. La preuve, c'est que par exemple, la Corée du Sud et la Finlande ont quasiment les mêmes résultats en matière de comparaison internationale sur les acquisitions scolaires mesurées par les tests PISA, mais que le moins qu'on puisse dire, c'est que la société coréenne du Sud et la société finlandaise ne correspondent pas tout à fait au même modèle, ni politique, ni sociétal, que nous dire quel système meilleur. Ça ne peut pas se limiter à se demander quel est celui qui obtient le meilleur résultat, mais quel est celui qui permet de former le type d'homme et de préfigurer la société que nous. Je fais partie aussi de ceux qui pensent que l'école ne peut pas être simplement le résultat de la satisfaction pragmatique d'aspirations clientélistes et successives. Et je dois dire que il me semble toujours dangereux pour le pilotage de l'éducation nationale et de l'école de s'interroger sur la manière de satisfaire à la fois les nostalgiques des bonnes vieilles méthodes, les scientistes qui pensent que seules les neurosciences peuvent permettre de construire les bonnes méthodes pédagogiques, etc., etc. Il me semble important, et c'est ce que je voudrais tenter de faire avec vous cet après-midi, de mobiliser les acteurs de l'école, de mobiliser les citoyens dans leur ensemble et même de mobiliser nos élèves sur un vrai projet d'avenir. Et un vrai projet d'avenir qui ne se contente pas d'aménagement cosmétique. Il ne s'agit pas d'ajouter 25 minutes de mathématiques, de retrancher quelques minutes d'éducation physique pour en faire quelques minutes d'histoire. Il s'agit de se demander quels citoyens on veut former, pour quel monde, et à partir de là, quelles sont les finalités qui doivent guider notre action au quotidien. Alors je vais, de manière assez classique, développer cette idée que l'école et le projet d'école doit être guidé par la recherche du bien commun. Et je vais développer cette idée en deux parties. Évoquer d'abord avec vous ce qu'on appelle la crise de l'éducation aujourd'hui,
C'est un terme qui maintenant est assez ancien, puisque le syntagme de crise de l'éducation a été introduit par Hannah Arendt dans un fameux texte qui s'intitule « La crise de la culture », dont un chapitre porte sur la crise de l'éducation, texte qu'elle a écrit en 1964 et qui est aujourd'hui considéré par beaucoup de philosophes et chercheurs comme encore d'actualité. Et puis, après avoir évoqué la crise de l'éducation aujourd'hui et les problèmes qu'elle pose, j'évoquerai à nouveau quelques repères et perspectives d'avenir qui seront les prolégomènes, les préliminaires à la discussion qui s'engagera à la fois avec les acteurs locaux dont a parlé Denis et avec vous-même si vous le souhaitez. Très rapidement, rappeler crise de l'éducation aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi ? Pour plusieurs raisons que pointait déjà Hannah Arendt. Première raison, nous sommes dans les démocraties, et heureusement nous sommes une démocratie, face à la disparition d'une référence morale et politique unique. Ce qui caractérise les systèmes totalitaires, ce qui caractérise les théocraties, ce qui caractérise a fortiori les dictatures, c'est qu'on n'y débat pas d'éducation. L'éducation, c'est l'imposition d'un catéchisme à caractère religieux ou politique qui ne se discute. Dans l'Iran de Khomeini, dans l'URSS de Staline, on ne discute pas d'éducation, on applique le catéchisme éducatif édicté par le pouvoir, et ceux qui ne l'appliquent pas, eh bien, ils sont tout simplement envoyés eux-mêmes en camp de rééducation. Donc, pour discuter éducation, il faut être dans une démocratie, mais dans une démocratie, par définition, il n'y a pas de référence morale unique, il n'y a pas de référence idéologique unique. Et vous-même ici, même si nous avons des accords sur un certain nombre de points, si nous nous posions un certain nombre de questions précises sur l'éducation de nos enfants, sur l'éducation de nos élèves, sur l'éducation des jeunes, nous verrions que nous avons des conceptions extrêmement différentes et que ces conceptions doivent converger, elles doivent converger progressivement vers un bien commun éducatif qui n'est pas donné à l'avance ni imposé par personne. D'une certaine manière, c'est plus facile quand c'est imposé par quelqu'un, quand ça tombe du ciel, que quand nous avons à le construire, ce bien commun éducatif. Or, la démocratie nous met au défi de construire un bien commun éducatif. Surtout que la démocratie, dans nos pays occidentaux, s'accompagne de la montée d'un phénomène bien connu par les sociologues, par les philosophes, qu'on appellerait, que Marcel Gauchet en particulier, appelle la montée de l'individualisme social. Alors c'est un terme un peu complexe, mais qui signifie simplement la difficulté à faire converger nos intérêts individuels dans un intérêt collectif. L'individualisme social, il est né à la mort des sociétés qu'on appelait holistiques, c'est-à-dire des sociétés où nous choisissions très peu notre destin, où nous avions très peu de prise sur notre avenir, où notre idéologie, notre vie sentimentale et affective, notre métier, tout cela était très largement déterminé par le lieu où nous naissions, par le milieu dans lequel nous étions. L'individualisme social, c'est la revendication que nous avons, chacun, en tant que citoyen de cette hyper-modernité dans laquelle nous sommes, de choisir notre destin, de choisir notre vie professionnelle, notre vie sentimentale et affective, notre véhicule automobile, notre chaîne de télévision, le lieu où nous habitons si c'est possible, et le plus grand nombre de choses possibles. Choisir nous-mêmes, c'est effectivement chercher le plus souvent possible son propre intérêt, pas nécessairement au sens financier du terme, c'est chercher ce qu'on estime être bien pour nous, et s'agissant d'éducation, être bien pour nos enfants. Cela s'est accompagné, évidemment, d'une suspicion à l'égard des grandes institutions. Moi, je suis entré à l'école il y a bien longtemps de cela, plus de 65 ans, et j'y suis rentré comme j'entre aujourd'hui dans un avion. C'est-à-dire que j'ai bouclé, exactement mes parents ont bouclé la ceinture de sécurité, et à aucun moment, ni moi ni mes parents, n'auraient eu la moindre velléité d'aller donner des conseils aux pilotes. On n'allait pas toquer à la cabine pilotage pour expliquer à l'instituteur de l'époque qu'il fallait punir comme ceci, apprendre à lire comme cela, ou bien traiter les questions de géographie avant cette histoire, ou vice-versa. Mon père était un homme de droit dur, royaliste, maurassien. Mon instituteur était un communiste de stricte obédience, militant du Parti communiste,
Entre eux, il y avait des désaccords idéologiques majeurs, mais quand mon instituteur me punissait, mon père doublait les punitions, et si en 7e, mon instituteur avait dit, le petit Mérieux, il ne peut pas aller en 6e, il va aller en enseignement professionnel ou il va aller en apprentissage, mon père aurait dit, oui, monsieur l'instituteur, vous incarnez l'institution, vous avez raison. Autrement dit, il y avait confiance absolue dans ces institutions, qui n'étaient pas suspectées le moins du monde de chercher à écraser les uns ou à écraser les autres, mais qui étaient perçues, identifiées comme portant l'intérêt collectif, le bien commun. Aujourd'hui, s'il y a quelques enseignants dans la salle, ils savent qu'on n'en est plus tout à fait là, et que la plupart des passagers se prennent souvent pour le pilote, ou en tout cas pensent qu'ils sont aussi compétents que le pilote. Et alors ils toquent de temps en temps à la porte de la cabine de pilotage pour dire que là il faut mettre les gaz, que là il faut virer sur l'aile, que là il vaudrait mieux atterrir de cette manière, si il vaut mieux prendre un peu d'altitude. Les enseignants vivent parfois cela comme une intrusion, ils ont à la fois raison et tort. Ils ont raison parce que c'est pénible, c'est difficile à vivre. Ils ont tort parce que toutes les enquêtes le montrent, s'agissant de leurs propres enfants, ils sont encore plus experts en la matière pour peser sur leur scolarité. Simplement, ils le font en connaissant les codes, qui fait qu'ils incommodent un peu moins leurs collègues, mais leurs enfants s'en sortent très bien, puisque, vous savez, ce sont les fils et les filles d'enseignants qui réussissent le mieux à l'école. Comme le disait André de Terretti, qui nous a quittés récemment, chacun sait que l'école est faite pour les enfants d'enseignants, mais comme ils sont gentils, ils en acceptent aussi quelques-uns. Alors, l'individualisme social, c'est la suspicion à l'égard d'une institution. C'est une suspicion qui nous rend parfois même un peu schizophréniques. Si on prend une enquête récente sur la mixité sociale, on voit bien que les Français sont dans leur ensemble favorables à la mixité sociale à l'école et qui reconnaissent que la mixité sociale et culturelle à l'école est une valeur, mais que c'est plutôt bon pour les enfants des autres que pour les leurs. Et qu'il vaut mieux parier sur la mixité sociale dès lors qu'on n'est pas trop concerné par cette mixité sociale, qui donne parfois des positions un peu tiraillées entre ce que l'on affirme dans les principes et ce que l'on met en pratique dans la réalité. Alors, cela rend l'éducation compliquée, évidemment. Pas que l'éducation, parce que la suspicion à l'égard des grandes institutions, on la trouve aussi, par exemple, à l'égard de la médecine, à l'égard de la justice, à l'égard de l'administration. Au fond, toutes ces grandes institutions qui ont été créées par la République et dans lesquelles, spontanément, on avait confiance, on considérait comme incarnant le bien commun et choisissant spontanément ce qu'il y a de mieux pour nous, eh bien, aujourd'hui, nous nous demandons si réellement elles vont servir nos intérêts autant que nous le voudrions. Ce que je traduis parfois en disant, aujourd'hui, chaque Française, chaque Français veut pas seulement qu'on traite son fils ou sa fille à l'école comme une personne, en réalité, il veut qu'on traite son fils et sa fille à l'école comme une exception. Comme une exception, c'est-à-dire comme quelqu'un d'exceptionnel. Forcément, si mon fils et ma fille, il est exceptionnel, vous voyez, formidablement exceptionnel. Il est exceptionnel parce qu'il a eu des problèmes, il est exceptionnel parce qu'il est très intelligent, il est exceptionnel parce qu'il a besoin de plus ou de moins dormir que les autres, il est exceptionnel pour telle et telle raison, il est exceptionnel parce qu'il fait une collection de teintes d'Afrique, parce qu'il monte des modèles réduits tout à fait extraordinaires, il est exceptionnel parce qu'il est un peu fragile sur le plan de la santé, etc., etc. Toutes ces raisons font de lui un être tellement exceptionnel que les règles qui s'appliquent aux autres ne doivent pas s'appliquer à lui. Il faut appliquer à mon enfant des règles différentes, c'est une exception. Et donc l'institution se trouve confrontée, ce qui est très compliqué à gérer pour une démocratie, devant des gens qui veulent chacun qu'on traite des êtres supposés interchangeables, ce qui est le principe de la démocratie, comme des exceptions pour lesquelles on doit déroger éventuellement aux règles. Il est exceptionnel, mais il ne faudrait pas qu'il aille dans cette école parce que la carte scolaire ne convient pas. Il est exceptionnel, donc avec ce professeur ça n'a pas marché. Il est exceptionnel parce que... Et donc on a là quelque chose qui, on le sent bien, ne fonctionne pas complètement et qui est le signe d'une sorte de déficit de finalité. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'abdiquer
son intérêt individuel si on ne lui désigne pas un intérêt général. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un, il faut que vous sacrifiez certaines de vos convictions ou certaines de vos préoccupations, il faut passer au-dessus de certaines de vos peurs. Vous avez peur pour votre fils ou votre fille qu'il aille dans une école qui n'est pas considérée comme la meilleure école du quartier. Si on veut pouvoir demander à des gens de faire ce sacrifice, il faut que ce soit au nom de quelque chose qu'ils perçoivent comme étant un bien supérieur à ce qu'ils perdent. C'est-à-dire, on ne peut demander aux gens de faire un sacrifice de leur intérêt individuel que parce qu'on leur montre un bien commun qui est en soi porteur de plus de valeur que ce qu'ils vont sacrifier. Sinon, si on ne leur montre pas quelque chose qui est porteur de plus de valeur que ce qu'ils vont sacrifier, eh bien les gens ne comprennent pas pourquoi une institution leur demande de sacrifier leur intérêt individuel au nom de rien du tout. Et un des problèmes majeurs, me semble-t-il, de notre école aujourd'hui, c'est qu'on demande parfois de sacrifier son intérêt individuel à certains des parents, mais qu'on ne leur montre pas au nom de quel bien commun, de quel intérêt collectif. Autre élément qui est très important pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui en matière scolaire, c'est le changement du statut de l'enfant dans la société, dans la famille, dans la configuration familiale. Alors cela peut être anecdotique pour certains d'entre vous, mais en réalité c'est très très important. J'aime beaucoup le travail de quelqu'un assez peu connu qui est décédé il y a 1 an ou 2, qui s'appelle Paul Lyonnais, qui est à la fois un philosophe, un démocrate, un démocrate aussi, un sociologue, qui s'est intéressé, dans un livre qui s'appelle Le recul de la mort, qui s'est intéressé au statut de l'enfant. Alors il commence au moment où effectivement la mortalité infantile diminue, et il étudie les conséquences de la diminution de la mortalité infantile, du rapport de la famille qui est changé par le fait que les enfants vivent et ne sont pas 1 fois sur 2, 1 fois sur 3 condamnés à mourir dans les premiers jours ou les premiers mois de leur vie. Et puis il s'intéresse à un phénomène qu'il désigne comme étant le phénomène essentiel qui aurait fait basculer la configuration familiale et changer le paysage éducatif. Alors ce phénomène, il le désigne, il est étrange, et j'hésite même à le citer devant vous parce que vous risquez de me suspecter d'être un vieux réactionnaire, mais je ne le suis pas. Il dit que ce qui a changé radicalement la configuration éducative, c'est la contraception. Alors, je ne suis pas un vieux réactionnaire puisque je fais partie du millier de gens qui, dans les années 70, ont essayé et expérimenté la pilule pour hommes dans la perspective de partager la contraception, estimant, et j'estime toujours, que la contraception est une émancipation et que la femme ne doit pas être la seule à la porter. Malheureusement, l'expérimentation pour la pilule pour hommes n'a pas donné des résultats substantiels, quand même j'ai eu 4 enfants. Cette expérimentation étant abandonnée, la pilule pour hommes n'est pas encore sur le marché, et je crains qu'elle n'y soit pas encore pour très longtemps. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Paul Lyonnais quand il dit que la contraception a changé les choses? Il veut dire en fait que ce qui caractérise l'immense majorité des enfants qui viennent au monde, et c'est un bien, c'est que ce sont des enfants désirés. Et dès lors que ce sont des enfants désirés, ça change radicalement la donne par rapport à la famille traditionnelle. Dans la famille traditionnelle, l'enfant arrive et le devoir des parents, c'est de faire leur possible pour faire le bonheur de l'enfant. Dans la famille moderne, contemporaine, l'enfant qui est désiré, il est désiré pour faire le bonheur des parents. Ce ne sont plus aux parents à faire le bonheur de l'enfant, c'est à l'enfant qui vient à faire le bonheur des parents. Et nous avons tellement changé les choses, Paul Lyonnais, que jadis la famille faisait les enfants, aujourd'hui c'est l'apparition de l'enfant qui crée la famille et qui constitue la famille, qui fait émerger le phénomène familial. Et ça donne à l'enfant un pouvoir extraordinaire sur les adultes. Parce que les adultes ont tellement besoin de savoir que leur enfant est réussi, que leur enfant est le plus beau, le meilleur, il correspond trop plein de désirs qu'ils ont eu de lui, qu'ils sont prêts à céder à beaucoup des caprices de cet enfant, et en particulier, ils sont en difficulté pour résister à ce que les psychologues appellent la tyrannie de l'infantile, c'est-à-dire du je veux tout. Et il y a là quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui est assez complexe, que je n'ai pas le temps d'expliquer dans le détail, mais
qui est tout à fait déterminant par rapport à ce que je vais proposer tout à l'heure. Les psychologues, les psychanalystes nous expliquent depuis bien longtemps maintenant que quand un enfant naît, il vit dans ce qu'on appelle l'égocentrisme initial ou le narcissisme enfant. En réalité, il vient d'un monde intra-utérin, il était logé, lui blanchi, tous ses besoins étaient satisfaits dans l'instant, et la naissance, c'est l'émergence de la frustration. Il va avoir froid, avoir faim, ses parents ne seront pas toujours là au moment où il désirait qu'ils les prennent ses bras, dans leurs bras, il va être humilié, il ne sera pas changé tout de suite, il y a une attente, une frustration que l'enfant va avoir du mal à gérer. Cette frustration va déclencher chez lui des réactions qu'on appelle traditionnellement des réactions infantiles. C'est la notion qui consiste à vouloir avoir satisfaction tout de suite à ce qu'on demande. J'ai faim, je veux manger, et si je n'ai pas à manger, c'est qu'on ne m'aime plus, c'est qu'on ne m'aime pas, je vais donc crier, pleurer. Et l'enfant a tendance à s'installer dans cet infantile si les parents n'apprennent pas progressivement à l'enfant que l'absence est la promesse d'une présence future, que si la maman est en retard, c'est pas forcément qu'elle n'aime plus l'enfant, et c'est qu'elle fait autre chose, que si le papa ne le regarde pas ou ne le prend pas dans les bras, c'est parce qu'il a autre chose à faire, et que l'enfant n'est pas le centre du monde. Ça, c'est un apprentissage. Cet apprentissage, il est traditionnellement effectué par la famille dans les sociétés. C'est une sorte de devoir anthropologique que de faire sortir l'enfant de l'infantile, le faire sortir de ce qu'on appelle la pulsion pour le faire accéder au désir. La différence entre la pulsion et le désir, c'est que la pulsion, c'est je veux, j'obtiens, retour à l'électroencéphalogramme plat. Le désir, c'est j'ai envie, je mûris, j'y réfléchis, et quand mon désir est réalisé, il demeure désir. C'était le fameux beau poème de René Char, le poème et l'amour réalisé, désir demeurer désir. Désirer savoir n'est pas aboli par le fait de savoir, bien au contraire, quand je veux savoir et que je sais, je veux encore plus savoir, et l'amour d'un être cher n'est pas aboli par la satisfaction de la pulsion sexuelle. Bon. Donc il y a quelque chose à construire là, qui est différent de la pulsion, de l'avoir tout de suite, de l'immédiateté, de l'exigence de la satisfaction qui intervient à l'instant même et qui doit se construire dans l'enfance et dans l'adolescence. Alors, ce qui pose problème, c'est que cette fonction anthropologique de l'éducation, le sursis à la pulsion, l'entrée dans le désir, la sortie de l'infantile, comme disent les psychanalystes, qui est la mission première de la famille, est devenue difficile dès lors que l'enfant dispose en face de lui de parents et d'adultes plus généralement qui ont une envie extraordinaire d'être aimés par l'enfant. Et ça joue de manière massive. Une anecdote, j'étais il y a quelques semaines dans un train, compartiment de chemin de fer. Il y avait là une petite fille qui demandait à ses deux parents de lui acheter des baskets qui s'allument. Des baskets avec des petites lampes. La maman explique que non, que c'est pas de la bonne qualité, qu'ils n'ont pas utilisé tous les jours, etc. Le père, voulant faire sans doute un trait d'humour, mais en rajouter en même temps, explique qu'il y a des dangers de court-circuit en cas de pluie, etc., etc. La petite fille laisse causer. Et au bout de 5 à 10 minutes de conversation, elle dit de toute façon, c'est pas grave, puisque samedi je vais chez mamie. Non. Ce à quoi la maman répond, non, on va quand même pas laisser mamie acheter des baskets qui s'allument. Tu vois bien le cartable qu'elle t'a acheté à la rentrée, c'était de la saleté, ça vaut rien, c'était plein de couleurs et tout, mais c'est déjà tout déchiré. On ira vendre. La petite fille a gagné, évidemment, parce qu'elle a parfaitement compris qu'en mettant les adultes en concurrence, comme ils veulent tous, apparaître comme étant le plus aimé de l'enfant, il obtenait satisfaction, c'est-à-dire que l'infantile gagnait dès lors que les parents voulaient absolument être aimés. Alors ceci ne serait pas très grave s'il n'y avait pas autour de nos enfants ce que le philosophe Cornelius Castoriadis appelait une conspiration. C'est pas un complot, une conspiration. Une conspiration, étymologiquement, c'est cum respirare. Ça respire ensemble. Ça respire ensemble. Qu'est-ce qui respire ensemble? Les médias, la publicité, toute cette machinerie extraordinaire commerciale qui susurre à l'oreille d'un enfant, consomme, exige.
ça fait marcher le commerce, hein, et tu finiras toujours par obtenir satisfaction. Et nous sommes bien dans ce monde-là où l'objectif invraisemblable d'une croissance de plus en plus grande et qui serait infinie pousse à une consommation de plus en plus prématurée, de plus en plus forte d'objets de plus en plus inutiles qui sont censés satisfaire des désirs les plus immédiats. Et ça, les enseignants le sentent dans la classe. Ils ont de plus en plus dans la classe des enfants qui peinent à ne pas avoir satisfaction tout de suite. Ils lèvent la main, il faut absolument qu'on aille les voir. Moi, il y a peu de temps, après la direction de l'IUFM de l'Académie de Lyon, repris une classe de CM2, et ce qui m'a frappé, en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, c'est évidemment les difficultés qu'ont les élèves dans la maîtrise de l'écrit, ça tout le monde le sait, mais c'est surtout le fait que je me trouvais devant une espèce de cocotte-minute. J'avais en face de moi des enfants qui étaient montés sur ressort. Quand je commençais à énoncer des consignes, à peine avais-je dit le premier mot de la première phrase que la moitié de la classe levait le doigt pour que j'aille répéter individuellement à chacun la consigne que je n'avais pas encore eu le temps de donner à tous. Hein. Et je courais comme ça. J'ai écrit à l'époque d'ailleurs un article que j'avais appelé « La pédagogie du garçon de café », parce que j'avais le sentiment de courir comme ça, d'une table à l'autre, comme un garçon de café, pour dire à toi, voilà ce qu'il faut faire, à toi, voilà, tais-toi, à toi, fais attention à ceci, à toi, fais attention à cela. Et chaque fois avec des gamins qui veulent tout de suite, qui sont des espèces de gamins un peu vampires, qui acceptent pas ou peu d'attendre, hein, et dont l'attention, être attentif, hein, a été érodée par toute une série de médias et toute une série d'habitudes sociales qui font que nous avons les tests aujourd'hui qui nous le montrent. Là où il y a 50 ans, un enfant pouvait faire le même travail à un âge donné pendant 15 minutes, aujourd'hui il le fait pendant 4 à 5 minutes. Donc il a un temps beaucoup plus fractionné et il faut renouveler son intérêt le plus souvent possible à l'image du jeu vidéo, hein, qui est la matrice de ce qui permet d'être attentif, d'être scotché à écran, c'est-à-dire ce qui se renouvelle vite, souvent avec des images extrêmement marquées et avec une aventure qui vous fait entrer dans une sorte de sidération par rapport à laquelle, évidemment, l'enseignant ne peut pas lutter. Je ne peux pas lutter en termes d'attention avec un jeu vidéo. C'est pas possible. Alors, tout cela s'inscrit en réalité dans la montée de ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. Bernard Stiegler explique très justement que le capitalisme est passé par 3 âges. Le premier âge, c'est le capitalisme industriel, c'est Zola. Le deuxième âge, c'est le capitalisme financier, qui se caractérise essentiellement par la transformation du coût en prix. Alors le coût, c'est ce que coûte quelque chose. Le prix, c'est le résultat d'une spéculation. Le coût d'une tonne de blé à la bourse de Chicago, il est calculable en coût écologique, en coût de main-d'œuvre, en coût de transport. Le prix d'une tonne de blé à la bourse de Chicago, c'est le résultat des enchères et des surenchères des robo-traders qui se rapprochent le plus possible de la bourse de Chicago et qui spéculent à la hausse ou à la baisse et qui n'a plus rien à voir avec le coût réel de cette tonne de blé. Cette déconnexion du coût réel des choses avec leur prix sur le marché est la caractéristique même du capitalisme financier que nous connaissons aujourd'hui. Ce capitalisme financier qui nous mène quand même vers des horizons qui sont préoccupants, que chacun s'accorde à trouver préoccupants. Mais nous dit Bernard Stiegler, ce qui est en train d'émerger et ce qui est la conséquence de ce capitalisme financier, c'est ce qu'il appelle le capitalisme pulsionnel. Parce que ce capitalisme a besoin, pour aller toujours plus loin, de stimuler la pulsion d'achat. Et il fait de la stimulation de la pulsion d'achat, eh bien, le principe même de son fonctionnement. Et stimuler la pression d'achat, la pulsion d'achat, ça veut dire éroder la pensée, ça veut dire éviter que la personne ne réfléchisse à ce qu'elle fait, ça veut dire globalement berlusconiser tous nos médias pour qu'ils entrent dans une spirale qui est la spirale de la sidération, consommation. Et nos enfants vivent dans ce cadre-là et ils arrivent à l'école dans ce cadre-là. Dans un cadre qui est celui du capitalisme pulsionnel, qui ne permet pas à la pensée d'émerger parce que, comme le dit très bien le philosophe Alain Badiou, la pensée c'est l'adversaire du capitalisme pulsionnel. Si les gens se mettent à réfléchir, l'injonction consommatoire
est une injonction qui deviendra évidemment beaucoup moins efficace, parce que les gens se demanderont s'il faut acheter, quand, quoi, comment, obsolescence ou pas, s'il ne vaut pas mieux échanger, et ainsi de suite. Donc comme on ne veut surtout pas que les gens pensent, eh bien on développe l'injonction à la pulsion, et l'enfant se sent légitimé dans son enfance. On a donc un phénomène tout à fait préoccupant et qui est caractéristique de l'hypermodernité, c'est que quand la société se donnait pour mission, avec plus ou moins de réussite, et je n'ai aucune nostalgie pour ce qui s'est passé avec mes grands-parents et mes parents, de brider l'infantile pour faire accéder à la pensée, à la réflexivité, aujourd'hui la société se donne pour mission de développer l'infantile, c'est-à-dire de permettre à l'infantile, qui est le moteur même de la consommation, de devenir le principe même de comportement des sujets. Donc non seulement il maintient l'enfant dans l'infantile, ce capitalisme pulsionnel, mais il infantilise les adultes eux-mêmes, qui parfois en viennent à agir comme des enfants, c'est-à-dire dans le domaine du strictement pulsionnel. Tout cela renvoie à ce qu'un certain nombre de philosophes appellent le présentisme, c'est-à-dire la toute-puissance du présent, de la jouissance dans le présent, de l'efficacité dans le présent, avec une espèce de totémisme de l'efficacité dans le présent, et l'absence d'un projet d'avenir qui serait à la fois plausible, un avenir que nous assumerions ensemble, et qui serait partagé, ce présentisme qui fait qu'on ne se projette pas dans un avenir quelconque, et qui fait que, par rapport aux jeunes qui s'engagent parfois dans des radicalismes préoccupants, quand on se demande qu'est-ce qu'on a à leur proposer en échange, on se dit qu'on n'a quand même pas grand-chose en magasin, comme projet de société. Pas grand-chose en magasin. En dehors de Coca-Cola, il n'y a pas beaucoup d'alternatives aux projets de société les plus radicaux et les plus mortifères. C'est le résultat de ce présentisme, de cette absence de perspective globale. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des individus, qu'il n'y a pas des groupes qui portent cette perspective et cet avenir. Je dis que nos enfants, globalement, quand on les interroge, vivent ce présentisme. Dans une enquête que j'ai faite il y a 7-8 ans maintenant, auprès des enfants d'école primaire, de CE2 au CM2, sur leur représentation de l'avenir, nous avions été absolument frappés par le caractère pessimiste de leur vision. Imaginez qu'un enfant de CE2, CM1, CM2 considérait que la fin du monde interviendrait avant la fin de sa vie normale. 1 sur 2. Vous vous rendez compte que ça représente comme pessimisme intériorisé? Et quand on leur demandait, mais est-ce qu'il y a une société future dans laquelle tu aimerais aller, que tu aimerais construire? On avait une espèce de vide absolu. Le progrès par la science, on n'y croit plus vraiment. La lutte des classes et la société radieuse, c'est devenu un peu évanescent. Le grand récit biblique, il a un peu de plomb dans l'aile, sociétalement en tout cas. Et donc, avez-vous un avenir? Voyez-vous un monde futur? Les enfants, ils ont le sentiment qu'ils sont assignés au monde présent et à un monde présent qui va à la catastrophe. Alors, si je me suis permis de vous dire ça, c'est pas pour vous plomber de morale. C'est pour vous décrire un petit peu la situation et pour en déduire quelques principes positifs. Ces principes positifs, je vais les appuyer sur 2 références, 2 citations de 2 auteurs qui me paraissent tous les 2 nous donner à penser sur la manière dont nous pourrions avancer et qui attirent notre attention sur les enjeux fondamentaux de notre société. Le premier, c'est Gadamer, qui est un philosophe allemand de l'école de Francfort, qui dit, en parlant de ce aujourd'hui est essentiel pour nos sociétés, c'est véritablement une tâche gigantesque qui se trouve assignée à chaque homme à tout instant. Il s'agit de tenir sous contrôle ses préventions, son plein de désirs, de pulsions, d'espoir et d'intérêt, et suffisamment pour que l'autre ne devienne pas invisible ou ne demeure pas. Qu'on puisse donner raison à l'autre, qu'on doive avoir tort contre soi-même et contre ses propres intérêts. Voilà qui n'est pas facile à comprendre dans la suite du texte. Gadamer dit, voilà qui est l'enjeu éducatif majeur. C'est-à-dire que les gens se dégagent en quelque sorte de cette crispation sur leur propre intérêt, sur leur propre satisfaction. Et puis une autre citation, plus ancienne. Elle est de Marcel Mauss, cet anthropologue célèbre,
qui a écrit un texte magique, magnifique, qui s'appelle L'essai sur le dos, qui se conclut par une évocation des chevaliers de la table ronde. Et il dit, à propos des chevaliers de la table ronde, pour commencer, il fallut d'abord poser les langues. C'est ainsi que le clan, la tribu, les peuples ont su, et c'est ainsi que demain, dans notre monde décivilisé, les classes, les nations et aussi les individus doivent savoir s'opposer sans se massacrer et s'affronter sans se sacrifier les uns les autres. Les chroniques d'Arthur racontent comment le roi Arthur, avec l'aide d'un charpentier de Cornouailles, inventa cette merveille de la cour miraculeuse autour de laquelle les chevaliers ne se battirent. C'est quoi la table ronde, la table du roi Arthur? C'est une table miraculeuse parce que on doit poser sa lance à l'entrée. Poser sa lance à l'entrée. Et pas simplement sa lance, la lance, l'arme, mais aussi sa lance, c'est-à-dire sa violence intérieure. On doit accepter d'entrer dans un monde qui n'est pas régi exclusivement par la violence et par le désir de détruire l'adversaire, mais où on peut s'opposer sans se massacrer, discuter et construire le bien commun, sans pour autant entrer dans une barbarie les uns vis-à-vis des autres. Et Marcel Moseley, malheureusement, le charpentier de Cornouailles, est mort et nous ne savons plus construire les tables magiques que nous pouvons nous retrouver pour construire le bien commun. Mais il ajoute aussi, il y a peut-être un petit espoir, c'est si on s'intéresse tôt avec les enfants à leur apprendre à s'installer de temps en temps autour de la table, à s'installer de temps en temps et à poser leur lance à l'entrée. Intéressant, poser les lances, parce que lance, en grec, ça se dit boil, le javelot de la lance. Et les Grecs disent que pour entrer dans la civilisation, il faut entrer dans le symboilos, ce qui veut dire il faut entrer dans le sans les lances, sans la violence, sans non seulement l'arme, mais sans le désir d'anéantir l'autre, s'il ne pense pas comme moi, s'il n'est pas EST comme moi. Et vous savez que la marque de la fraternité en Grèce, c'était la capacité à briser la lance. Symboilos, c'est aussi la lance brisée. Et on donnait la moitié de la lance à l'ancien adversaire, qui devenait un partenaire avec lequel on pouvait parler et discuter. Et moi, je dirais qu'il y a là un enjeu éducatif fondamental, faire qu'il y ait des tables rondes où les enfants entrent dans le symboilos, c'est-à-dire le symbolique, c'est-à-dire dans le langage, dans la capacité de se parler, dans la capacité de s'accepter, dans la capacité de se reconnaître différent et en même temps identique en tant qu'être humain, respecté et respectable les uns et les autres. Alors à partir de ces deux citations, de ces deux points de repère, quelques perspectives pour éduquer ensemble en respectant la spécificité de chaque partenaire. Je crois effectivement qu'on a trop tendance en France à croire que l'éducation c'est seulement l'école. Le ministère de l'Éducation nationale est en réalité le ministère de l'institution scolaire aujourd'hui. L'éducation, c'est d'abord, bien évidemment, les parents, c'est ensuite, évidemment, l'école, et c'est enfin ce que nous appelons, les chercheurs, les tiers-lieux, c'est-à-dire tous ces lieux où les enfants vont rencontrer les pairs, le club, la chorale, la rue parfois, les jeux qu'ils vont faire dans la ville, ces tiers-lieux qui sont si essentiels pour découvrir la socialité. Un enfant n'apprend pas qu'à l'école. Changer l'école est une belle chose, mais changer la ville pour que dans la ville il y ait des lieux où les enfants puissent jouer ensemble, puissent prendre des risques mais sans se mettre en danger, c'est aussi un enjeu éducatif absolument majeur. Fourier, le célèbre anarchiste, disait que le caractère éducatif d'une ville se mesurait à la largeur de ses trottoirs, c'est-à-dire à la possibilité laissée aux enfants et aux parents de pouvoir y circuler librement et d'y avoir leur place, de ne pas donner toute la place à ceux qui relèvent de l'activité. Alors, j'en viens à mes quelques perspectives, et je vais respecter le temps, ne vous inquiétez pas. J'en viens à mes quelques perspectives et je vais les développer d'une manière extrêmement rapide. Mais vous allez voir qu'elles vont à peu près couler de source au regard de la description que j'ai faite. Dans une société où la réussite individuelle est supposée contribuer spontanément à l'intérêt collectif, au point que si vous n'êtes pas dans une situation de réussite individuelle, vous êtes un perdant, et si vous êtes un perdant, vous êtes un exclu. Dans cette société-là, il me semble que l'école a un rôle fondamental au XXIe siècle, qui est de travailler inlassablement
à la mise en place de formes de coopération qui profitent à tous et construisent du commun. Alors la coopération, c'est pas n'importe quoi, c'est compliqué à faire de la coopération. La vraie coopération, c'est compliqué. Si vous dites à 5 enfants, faites un panneau sur un pays d'Afrique, une fleur ou un insecte, ce qui se passe, c'est pas de la coopération. Il y a un enfant qui sait dessiner, qui dessine, un enfant qui sait écrire, qui écrit, un enfant qui a des images chez lui, qui amène les images, et il y a 2 enfants qui ne savent pas dessiner, qui ne savent pas écrire et qui n'ont pas d'images et qui font rien, et heureusement qu'ils font rien, parce que si c'est quelque chose, le panneau serait raté. Et donc on les paye à l'identification dans le résultat pour compenser leur frustration dans la fabrication. Et d'ailleurs les adultes font pareil. Moi j'ai étudié des centaines de groupes, puisque ma spécialité c'était la psychosociologie des groupes, au début de ma carrière, y compris des groupes d'adultes et dans des syndicats qui se veulent autogestionnaires. Vous mettez 5 personnes à travailler ensemble, au bout de 5 minutes, vous savez exactement, ça se passe toujours de la même manière. Il y a les concepteurs, les exécutants, les chômeurs et les génères. Les concepteurs conçoivent, ils dirigent, les exécutants exécutent, les chômeurs n'ont rien parce qu'ils laissent faire les autres, vu qu'ils ne sont pas trop compétents, qu'ils n'ont pas envie de faire grand-chose, et les génères, on tente de les refiler au groupe d'à côté. Et je peux vous dire que même dans les organisations syndicales les plus autogestionnaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne parce que, spontanément, on fait faire aux gens ce qu'ils savent déjà faire, on ne se préoccupe pas de leur apprendre à faire ce qu'ils ignorent. Et il faudrait être masochiste, j'ai intérêt chez les gens, pour faire dessiner de mauvais dessinateurs. Il faudrait vouloir que le panneau soit raté. À l'école, il vaut mieux que le panneau soit raté, mais que le gars ait appris à dessiner. Et donc, coopérer, c'est compliqué. Coopérer, ça veut dire faire tourner les rôles. Coopérer, ça veut dire être capable de faire en sorte que l'implication de chacun dans l'œuvre commune le fasse progresser. Et non pas que l'on exclue les incompétents. Parce que si la coopération, c'est simplement les compétents qui bossent et les incompétents qui font rien, c'est pas la coopération. Et donc ça nécessite un apprentissage, tout ça. Ça nécessite quelque chose que les pédagogues ont travaillé depuis de très nombreuses années, depuis Benjamin Profit, mais même avant, jusqu'à Célestin Freinet, les mouvements pédagogiques, etc., et qui se travaillent, qui s'organisent. La coopération, ça demande une préparation individuelle, ça demande une rotation des tâches, ça demande une évaluation précise de l'investissement de chacun. Ça demande que l'apport de chacun soit nécessaire à la réussite de tout. Que l'apport de chacun soit nécessaire à la réussite de tout. Comme dans les jeux coopératifs, vous savez qu'on utilise parfois à l'école primaire et l'école maternelle, des jeux où on ne peut gagner qu'ensemble. Et je pense que ça, c'est un apprentissage fondamental contre le poison de l'individuel. Deuxième élément, dans une société où la satisfaction pulsionnelle, dont je parlais tout à l'heure, l'attractivité et l'immédiateté l'emportent systématiquement sur la quête de la précision, de la justesse et de la vérité. L'école doit travailler sur le sursis qui permet l'émergence de la pensée, l'entrée dans la réflexivité et le nourrissage par la culture. Le sursis, non pas tout de suite, on prend le temps d'y réfléchir. Tu veux ça? On en discute, on s'informe, on en reparle demain, après-demain. Essaye de le formaliser, parle-en avec les autres. Documente-toi, recherche, pas tout de suite, non, pas. Le rôle de l'école, je le dis souvent, je le disais avec mes collègues du UIPB cet après-midi, c'est d'être un outil de décélération psychique. Décélération psychique, c'est de permettre à l'enfant de ralentir, non pas de faire tout de suite ce qu'il veut, non pas de dire ce qu'il pense sans y réfléchir, mais de faire fonctionner sa moulinette intérieure et de retrouver, grâce à ce fonctionnement de sa moulinette intérieure, de l'autonomie, de faire fonctionner de la pensée, d'accéder à la réflexivité, de se nourrir par la culture. Tu penses que c'est comme ça que ça marche? On va se documenter, par exemple. Voilà. Moi, je travaille cette année avec toute une série de collégiens sur la théorie du complot. Ça ne sert à rien de leur dire que la théorie du complot, c'est faux. Ce qu'il faut faire, c'est travailler avec eux. On va vérifier ça. On va vérifier autre chose. Si je leur dis la théorie du complot, c'est faux, moi, je vais vous dire la vérité. C'est quoi? C'est croyance contre croyance. Vous croyez ça? Moi, je crois le contraire. Qui a raison de croire ce qu'il croit? Bon, le plus fort, d'Orlénay, il va dire, s'il veut avoir la paix, c'est lui qui avait raison, monsieur, moi, je ne pense pas moins. S'il est un peu fort en gueule, il va dire, monsieur, j'ai raison, mais vous avez tort. Mais dans tous les cas, il ne change pas d'avis. Si je veux du travail, pas forcément pour changer d'avis, mais pour rentrer dans la pensée, je vais le faire chercher, je vais le faire travailler, je vais le faire s'informer, je vais le faire se documenter, je vais être là, je vais dire, est-ce que ça c'est juste, est-ce que ça c'est précis,
Est-ce que tu as regardé ça d'une manière détaillée? Est-ce que tu es allé voir si c'est vrai? Est-ce que tu as recoupé avec autre chose? Est-ce que derrière ce mot, tu es bien conscient de ce que tu mets, hein? Et on va faire tout ce travail-là, et ce travail-là, il va prendre du temps, il va être long, mais c'est un temps indispensable, parce que sans ce temps-là, la pensée n'émerge pas, on est dans l'immédiateté, on est dans la fulgurance, on est dans le caprice, on est dans l'infantile, et on est dans les formes d'infantile socialement les plus dangereuses, que sont par exemple les théories radicales. Le radicalisme, c'est de l'infantilisme théorisé et dogmatisé. C'est-à-dire, c'est du tout de suite, clair, immédiat. Les bons, les mauvais, la solution, on l'a, sans réflexivité, sans prise en compte de la complexité, sans prise en compte de la responsabilité que l'on a dans la situation. C'est une forme d'infantile. Troisième élément, dans une société où la consommation de l'obsolète l'emporte souvent dans le cadre de ce que par Lefréré appelé une pédagogie bancaire, c'est-à-dire tu travailles pour la note, hein, alors que tu fais ton devoir, tu le gâches, tu repars avec compte 5 sur 20, compte 2 sur 10, bon bah t'as gâché ton travail, je t'ai donné une mauvaise note, chacun est content, rentre chez soi, bon, mais tu progresses pas, c'est la banque. Puis si tu fais un excellent devoir, je te mettrai quand même que 18, parce que 20 ça n'existe pas, c'est pas possible. Les profs c'est comme les banquiers, ils prennent toujours un intérêt. Hein. Les pères une partie en pourcentage au passage. Bon, donc c'est rare qu'ils mettent la note maximale. Donc dans une société où la pédagogie bancaire l'emporte, on travaille essentiellement pour la note, on travaille essentiellement pour ce que l'on appelle le résultat. Il me semble que l'école a un rôle important qui est de faire de la remise en chantier, remettre en chantier. Non, t'as raté ton devoir, t'as eu 2 sur 10, t'as eu 8 sur 20. On le refait, on le reprend. Il y a quoi qui va pas? Tu vas le travailler, tu vas te coltiner ça. Tu vas aller jusqu'au chef-d'œuvre des compagnons du Moyen-Âge. On n'est pas dans mai 68, là, on est dans les compagnons du Moyen-Âge. Il ne faut pas nous raconter des histoires, hein, que c'est mai 68 qui aurait tout cassé dans l'éducation nationale. Hein. Non, on est au contraire dans quelque chose d'essentiel, dans ce que le philosophe Alain appelait la patience d'atelier. Hein, que l'enfant apprenne la patience d'atelier, remettre en chantier pour arriver à quelque chose de bien, plutôt que de faire du médiocre et d'être payé par une mauvaise note, en considérant que du médiocre contre une mauvaise note, tout le monde est content. C'est Albert Jacquard, avec qui j'ai entretenu un compagnonnage si fécond et chaleureux, qui disait que la bonne évaluation, c'est celle qui permet non pas de devenir meilleur que les autres, mais de devenir meilleur que soi-même. Hein, meilleur que soi-même. C'est-à-dire qui permet de progresser sur un travail et de voir que sur ce travail, là où on a fait dans un premier temps un résultat médiocre, on peut l'améliorer et on peut obtenir quelque chose de bien. Alors on me dira, c'est irréalisable. Pas du tout, c'est parfaitement réalisable. On connaît les systèmes, il évoquera peut-être, mais le système des brevets chez Célestin Freinet, c'est ça. Hein, le système qu'on a appelé des unités de valeur, fut un temps dans les universités, c'était ça. Hein. C'était tout à fait autre chose que ce système hallucinant où par le jeu des coefficients, vous pouvez compenser un 7 en français par un 13 en physique et un 7 en physique par un 13 en français. Parce que là, on nous parle de réformer le bac, mais ça, on ne vous le réformera pas. Hein. On ne vous le réformera pas, c'est-à-dire qu'on forme toujours des stratèges. On forme toujours des banquiers de la note, pas des amoureux du travail bien fait. C'est quand même une chose différente. D'être un stratège et un amoureux de la note qui réussit à compenser une mauvaise note ici par un choix d'option ailleurs et par le fait de grappiller quelques points ici, c'est autre chose d'être ça ou d'être un amoureux du travail bien fait qui veut devenir meilleur que lui-même plutôt que de devenir meilleur que les autres. Et puis, quatrièmement, mais c'est évidemment lié, dans une société où la virtualisation de l'économie, les échanges entre les humains et le monde, cette virtualisation que je dénonçais tout à l'heure en parlant de l'hégémonie du prix sur celle du coût, hein, il n'y a plus que le prix, le coût ne compte plus. C'est pour ça que les paysans rament, c'est pour ça que la notion de service public s'effondre, c'est parce que, qu'est-ce que c'est qui est en train de se jouer sur les services publics? C'est la substitution du coût par le prix. On considère que ce qui va faire la qualité des services publics, c'est la concurrence des prix. C'est pas la compensation des coûts. Hein, c'est ça la définition même de ce qui est en train de se passer. Remplacer la compensation des coûts par la concurrence des prix, c'est virtualiser le réel. Parce que le prix n'existe pas. Hein.
Le prix n'existe pas, il n'existe nulle part. C'est le résultat des enchères, c'est le résultat du marché. Dans cette société de la virtualisation, eh bien, l'école doit, me semble-t-il, faire de la rencontre avec la résistance de l'objet, avec le réel, du dialogue avec lui, une forme essentielle de travail, constitutive de la construction de l'attention et de l'entrée dans l'œuvre. Je fais partie de ceux, et j'évoquais quelqu'un que j'aime beaucoup tout à l'heure avec mes collègues du SNU, qui est ma philosophe Matthew Cranford, qui est à mi-temps philosophe à Harvard et à mi-temps réparateur de mobylettes chez un mécanicien, et qui nous dit avec beaucoup d'intelligence que ce qui fait défaut à énormément de gamins aujourd'hui, c'est le contact avec le réel. Le réel, ils ne connaissent pas. Alors ils croient par exemple que c'est en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser, ou que si on prend une colère contre des pommes de terre, elles vont mûrir plus vite. Ils croient des choses ils n'ont pas intégré la résistance du réel, le temps qui doit prendre son temps. Ils n'ont pas intégré que la nature a ses règles, que quand on travaille avec du bois, il faut obéir au bois de autant que lui commander. Et je disais tout à l'heure aux collègues, moi, si j'étais, ça ne m'arrivera pas, ne inquiétez pas, ministre de l'Éducation nationale, je mettrais la fabrication d'un tenon et d'une mortaise au programme de CM1, pour que le gamin, il se soit coltiné un truc un peu compliqué à faire, un tenon et une mortaise, c'est pas le prof, c'est pas l'adulte maniaque, il faut que l'un rentre dans l'autre, quoi. Et fabriquer un tabouret sans colle ni clou, c'est un sacré enjeu. Et savoir faire ça, c'est comprendre que l'autorité, c'est pas le caprice de l'adulte, que l'autorité, c'est l'exigence du travail bien. Voilà. Alors, et je terminerai par là, puisque nous sommes dans les rencontres auxerroises de développement durable, dans une société où nous croyons pouvoir trouver notre satisfaction et satisfaire nos désirs dans la consommation de l'épuisable, il me semble que l'école a un rôle fondamental, c'est de permettre à chacune et à chacun d'accéder aux biens communs fondamentaux, ainsi que de trouver sa satisfaction, de satisfaire ses désirs dans le partage de l'inné. Si notre société encourage nos enfants, si notre école encourage nos enfants à consommer ce qui est épuisable, nous allons dans le mur. Si nous apprenons à nos enfants qu'il y a plus de plaisir à partager ce qui est inépuisable, la culture, les œuvres humaines, le sens de la convivialité, c'est inépuisable ça. Plutôt que de chercher son plaisir dans la possession de l'épuisable, alors si nous n'apprenons pas ça à nos enfants, nous risquons véritablement d'aller dans une espèce de course infernale à la surconsommation permanente. La question politique majeure de l'école, pour moi, c'est la question du plaisir. Où est-ce que nos enfants vont trouver leur plaisir? Est-ce que nous sommes capables, éducativement, de leur faire trouver du plaisir, vraiment du plaisir, dans la culture, dans la science, dans le théâtre, dans la musique, dans le sport, dès lors qu'il se fait dans des cadres ritualisés, respectueux des personnes? Ou est-ce que nos enfants, ne pouvant pas trouver de plaisir dans la culture, dans le partage des œuvres, dans la création, dans la construction de collectifs solidaires, iront chercher leur plaisir dans l'accumulation d'objets obsolètes dont ils en voudront toujours plus? Avec ce drame constitutif de cette accumulation, c'est que les objets, plus on en a, plus on en veut, et qu'à aucun moment, comme on le voit dans le beau film d'Orson Welles, Citizen Kane, on est satisfait par la possession de l'œuvre. Les objets ne nous satisferont jamais parce que les objets restent des objets. Ce qui satisfait le désir en tant que désir de l'être humain, c'est le partage de l'humaine condition. C'est le partage de la culture, c'est le partage de l'intelligence, c'est le partage de l'émotion, c'est le partage de la fête, c'est le partage dont parle Marcel Mauss, qui fait que les sociétés arrivent à vivre ensemble. Or, je vois encore aujourd'hui des enfants qui trouvent leur plaisir et qui ne cherchent leur plaisir que dans la satisfaction de la possession. Parce que peut-être, je me dis peut-être c'est pas sûr, parce que peut-être jamais ils n'ont entrevu qu'on pouvait trouver du plaisir dans les maths, qu'on pouvait trouver du plaisir dans la poésie, qu'on pouvait trouver du plaisir dans le théâtre, qu'on pouvait trouver du plaisir dans la musique, qu'on pouvait trouver du plaisir dans la géographie, qu'on pouvait trouver du plaisir en apprenant des langues étrangères pour communiquer avec des gens qui nous ressemblent et qui sont pourtant très différents de nous. Et que ce plaisir-là, ce plaisir qu'on trouve dans la culture, il n'épuise aucun bien de la planète. Parce que contrairement
un gâteau dans la culture, quand on en prend, il y en a encore plus. Dans un gâteau, quand vous en mangez, plus vous en mangez, moins il en reste pour les autres. Dans la culture, plus vous en appropriez, plus vous en créez, plus il y en a pour les autres. Plus vous apprenez, plus vous pouvez transmettre. Donc plus la richesse culturelle est grande. Donc la question elle est là. Est-ce que nous allons nous consommer et nos enfants vont se consumer dans la consommation de l'épuisable, ce qui, on le sait, ne durera qu'un temps. Par définition, l'épuisable sera bientôt épuisé. Ou est-ce que nous arriverons à leur permettre d'accéder aux biens communs fondamentaux? L'air, nourriture évidemment, une nourriture saine, l'éducation, les biens communs fondamentaux. Et à partir de là, leur permettre de satisfaire leurs désirs, leurs plaisirs dans des activités professionnelles et intellectuelles qui leur permettent de goûter à la joie du travail bien fait. Et ceci, et je voudrais bien que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous là-dessus, ceci n'est pas en aucun cas le monopole des professions dites intellectuelles. Le ferronnier, l'ébéniste, le maçon, l'agriculteur sont des gens qui peuvent avoir et qui ont un amour du travail bien fait, parfois bien supérieur à l'ingénieur. Il m'arrive même de me dire, et comme on n'est pas très nombreux, je peux me permettre de le dire ce soir, ça ne sortira pas d'ici, que si le polytechnicien qui faisait le Xème rapport sur le chômage était aussi perfectionniste que le ferronnier qui travaillait chez moi, on n'en serait peut-être pas là sur la question du chômage. Parce que, globalement, aujourd'hui, les perfectionnistes, ce sont des artisans. Ce sont d'eux dont nous avons à prendre le goût de la perfection. Ils l'ont, le goût de la perfection. Alors que les gestionnaires, ils ont surtout le goût de l'économie, ce qui n'est pas toujours compatible avec la perfection. Alors, voilà quelques idées rapides dans le temps qui m'est imparti. Une école qui se donne ces finalités-là, c'est forcément une école qu'on va repenser à partir des finalités, pas à partir des mécaniques. On va se dire, oui, si ça c'est la priorité, la décélération, alors quelles conséquences ça a sur la gestion du temps? Quelles conséquences ça a sur les programmes? Quelles conséquences ça a sur... Si la priorité c'est la coopération, alors quelles conséquences ça a sur... Si la priorité c'est sortir de la pédagogie bancaire, alors quelles conséquences ça a sur la note, sur les examens? Et on peut décliner tout ça. Et si la priorité, c'est la découverte du plaisir d'apprendre et de la joie de comprendre, comprendre le monde et se comprendre, alors évidemment, nous avons là une promesse extraordinaire que nous avons à manifester pour que l'école soit à la hauteur des enjeux de demain. Mais cette promesse, il faut que nous la prenions à bras-le-corps, parce que je conclurai par cette phrase de Deligny, que j'aime beaucoup. Je conclurai pas, j'en ai encore une derrière, mais bon là, je conclurai presque par cette phrase de Deligny, qui est absolument essentielle à mes yeux. Le plus grand mal, dit-il, quand il parle aux éducateurs, ce qu'ils puissent le faire, c'est de promettre de ne pas tenir. D'ailleurs, tu le paieras cher et ce sera justice. Cela me rappelle toujours une enquête que nous avions faite il y a une dizaine d'années avec mes étudiants, quand nous avions interrogé les jeunes sur ce qu'ils pensaient de leurs professeurs en particulier et des adultes en général, et ils avaient dit, ils ont deux défauts. Le premier défaut, ils insistent toujours sur ce qu'on échoue plutôt que ce qu'on réussit. Alors ça, on s'y attendait, mais le deuxième défaut, on ne s'y attendait pas, qui venait tout de suite derrière, c'est qu'ils tiennent parole. Ils nous annoncent toujours des trucs formidables. Le prof, il nous dit, on va faire un journal scolaire, mais à partir de la Toussaint, on arrête parce qu'il faut préparer le programme et qu'il y a l'examen à la fin de l'année, et ainsi de suite, ils tiennent ma parole. Il y a un conseil de classe, alors on sait que pendant les 8 jours qui suivent, nos parents, ils vont nous courser avec le cahier de texte, et ça tiendra 8 jours, ça tiendra pas 15. Et j'ai toujours cette phrase, en réserve, pour des collègues qui me demandent, si vous aviez un conseil à donner, ce serait quoi? Je dis, il vaut toujours mieux un minimalisme obstiné qu'un maximalisme velléitaire. Minimalisme obstiné, tu promets, tu tiens. Maximalisme velléitaire, tu te décrédibilises complètement. Alors, oui, voilà, promettre en sachant que malgré tout, la situation de notre école aujourd'hui, elle me semble préoccupante. Je le dis avec ma liberté de parole, je suis délivré avec la retraite de l'obligation de réserve, ça c'est très bien. Elle me semble préoccupante et que parfois, c'est vrai, on peut être découragé. Alors quand je suis découragé, il m'arrive de lire cette phrase d'un homme que j'aime beaucoup, que j'ai cité à deux collègues tout à l'heure, pas la phrase, mais l'homme, qui s'appelle Pestalozzi, qui est un citoyen d'honneur de la République française, qui écrit juste avant sa mort, un peu avant 1800, cette phrase, nous sommes en 1800, 1800. Il écrit cette phrase, un jour, lorsque nos temps seront passés,
Lorsqu'après un demi-siècle, en 1850 donc, une nouvelle génération nous aura remplacés, lorsque l'Europe sera tellement menacée par la répétition des mêmes fautes, par la misère croissante du peuple et par ses dures conséquences, que tous les appuis sociaux en seront ébranlés, alors peut-être qu'on accueillera la leçon de mes expériences et les plus éclairés en viendront à comprendre que c'est seulement en anoblissant les hommes, qu'on peut mettre des limites à la misère et aux fermentations des peuples, ainsi qu'aux abus du despotisme, soit de la part de princes, soit des multitudes, en anoblissant les hommes. Il dit ça en 1800 et il espère qu'en 1850, on aura compris, vous compris, que peut-être en 2050 on y arrivera et qu'il est donc temps de se mettre au travail dès aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vais respecter le temps.